Salut tout le monde, merci pour l'écoute, merci de partager le Frenchcast, merci de parler à vos amis. Honnêtement, j'apprécie ça tellement. Je voulais juste vous rappeler qu'il ne reste que 3 dates pour ma tournée, Pantelis, le dernier des vrais. C'est le 21 juin à Québec, au Comédia Club. Le 28 juin à Montréal, ça va être la captation. Tous mes amis vont être là, j'espère vous voir là-bas, ça va être beaucoup de fun. Et le 11 juillet à Longueuil, c'est Longueuil Comique, je pense. Alors ça va être très fun, c'est les 3 dates prévues et la captation à Montréal. Merci. L'équipe chez Polysleep vous offre un rabais de 30% si vous utilisez le code promotionnel PANTELIS. Ça, c'est mon nom. Et en plus de ça, jusqu'au 9 juillet, si vous utilisez le code promotionnel PANTELIS, autre que les 30% de rabais, vous allez aussi recevoir un oreiller gratuit. Polysleep.ca, code promotionnel PANTELIS pour 30% de rabais et jusqu'au 9 juillet, un oreiller gratuit. Cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie encore une fois. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Nous, ici, au Frenchcast, on aime beaucoup Eros et compagnie parce que c'est une compagnie qui aime beaucoup les créateurs de contenu québécois. Si vous ne le savez pas déjà, ils sont en support de plein de podcasts au Québec, même des podcasts comme le Frenchcast qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde de jouer pour adultes et tout ça, mais ils sont heureux à aider les créateurs de contenu québécois. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 15% de rabais. Alors, Steph, bienvenue au podcast. Merci. Puis, tu viens de loin. Je savais pas que tu vas prendre 1 heure de route. Oui, je viens de la ville que tous les humoristes rient. Sorel. Laval. Oui, c'est ça. Moi, j'ai 15 Laval. Alors, ton parcours, c'était comment est-ce que tu as commencé? Parce que je sais que toi, tu es vraiment maintenant en aidant les gens de... c'est pas, moi, je pensais que c'était juste des femmes, mais toi, c'est des jeunes sans-abri ou qui viennent d'une place de violence. C'est ton parcours de rentrer dans ça, c'était quoi? De pourquoi que je me suis enlignée vers ça? Mais c'est sûr que j'ai un parcours qui est quand même très difficile. J'ai fait 44 places en 16 ans dans la DPJ. Donc, de l'âge de 2 ans et demi à 18 ans. À partir de 18 ans, je me suis retrouvée avec mes sacs à vidange sur le bord de la rue. Donc, comment réussir à se démerder à travers tout ça, ça a été assez compliqué. Mais pour toi, c'était juste à la fin de la famille le DPG, on dit « OK, t'as 18 ans, sors », c'est juste ça? Oui, quand tu n'avais pas de ressources en tant que tel, tu n'avais pas de famille, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment d'aide à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des organismes comme la Maison Stéphane Fallu, justement, qu'on parlait tantôt, qui viennent en aide à ces jeunes-là, qui hébergent 6 garçons, éventuellement 6 filles avec le nouveau pavillon de Sandra Bolduc. Mais dans ce temps-là, ces organismes-là n'existaient pas. Donc, c'était débrouille-toi avec toi-même et apprends par la vie. C'est difficile, c'est pratiquement impossible pour les jeunes, même pour les adultes. Oui, c'est difficile, d'autant plus que quand tu connais juste ça, la DPJ, que tu connais pas le monde extérieur du tout, mettons que t'apprends par coup dur. Parce que tu fais confiance, tu sais pas vraiment à qui faire confiance, mais tu fais confiance à tout le monde, tu penses que tout le monde est gentil, en même temps, tu es un peu en manque d'amour, en manque de tout, dans le fond. Tu es carencé de tous les bords de côté. Donc, ça l'a amené des mauvais choix, des mauvaises places. T'as-tu rencontré des gens dans ton parcours où tu étais comme « Oh shit, j'avais telle chance ». Si j'aurais su ça, tu sais, puis des gens qui n'ont pas comme toi, ils n'ont pas trouvé un chemin de rendre ça comme un job qui peut aider d'autres mondes. Parce que moi, j'ai grandi avec des gens que... quand j'étais jeune, j'étais très pauvre, puis j'ai grandi dans un quartier assez pauvre, mais j'avais des gens où les décisions qu'ils ont prises, ça a vraiment nuit à même les opportunités qu'ils pouvaient pour en sortir de ça. Toi, as-tu vécu beaucoup de ça, des gens qui étaient comme « Fuck, juste si tu aurais... » pris d'autres décisions, tu pourrais en sortir de ça? Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de ça parce que moi, dans ma vie, je faisais toujours comme une page blanche. À chaque fois que je vivais quelque chose, j'enterrais tout, puis c'est pas grave, demain c'est une autre journée, on recommence à neuf.
Mais je me suis rendu compte en travaillant sur moi, je veux pas, que je faisais énormément d'auto-sabotage. Puis, de là m'est venue une phrase que je dis souvent, si tu crois pas que tu mérites le bonheur, ben tu l'obtiendras pas, même si tu as beau travailler de n'importe quelle façon, d'y mettre toute ton énergie, si tu y crois pas vraiment à l'intérieur de toi que tu as le droit à une meilleure vie, que c'est possible aussi, mais tu vas toujours t'auto-saboter tout au long de ta vie. Puis tu t'en rendras pas nécessairement compte. Avec le travail sur soi, c'est sûr que oui. C'est-tu quelqu'un qui a rendu compte pour toi que tu faisais du auto-sabotage ou c'est toi-même qui étais comme « pourquoi je fais ça? » Je me suis toujours rendu compte que je m'auto-sabotais, mais on va dire 50-50. Je mettais beaucoup la faute « c'est à cause de ci, c'est à cause de ça ». Puis souvent, la faute sur soit des employeurs ou des... Oui, il y avait une partie qui leur appartenait, mais il y avait une autre partie qui m'appartenait à moi, qui était de pas consommer, pas rentrer le lendemain de veille ou des choses comme ça. Non, c'était moi, là. Puis, quand tu étais ado, t'étais-tu comme ça? T'étais-tu un peu rebelle, puis tu faisais tes affaires, puis tu as continué d'être comme ça? Ou c'est juste après que tu avais 18 ans, puis tu te sentais un peu seule que tu as rentré plus dans ça? Ben, mon adolescence, je t'avouerais, je l'ai passée en grande majeure partie en centre d'accueil. Donc, autant sécuritaire intensif, globalisant. La différence, c'est que les portes soient barrées ou pas, tout simplement. Puis, j'allais à l'école dans le centre d'accueil. Donc, mon adolescence... C'est un peu comme une prison, ça, non? Oui, exactement. Mon linge était barré, ma brosse à dents, mon rasoir, les débarbouillettes, les serviettes. Ils venaient barrer ça après la douche. T'avais 15 minutes pour prendre ta douche. Oh oui, t'es drillé au pouce carré. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que tu essayais de t'exprimer ou des choses comme ça. Puis ils disaient « Ah, fais-toi-en pas, il n'y a pas de problème. » Finalement, ça jouait toujours contre toi en bout de ligne. Donc, tu finissais par juste suivre le mood. Ce qui m'a développé une grande... comment je peux dire ça? C'est... au niveau de l'autorité, j'ai beaucoup de misère avec l'autorité. C'est de me conformer. Je vais toujours trouver la petite chose, la petite exception qui va faire que je vais avoir le droit de ne pas me conformer. Moi aussi, ben, je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc, trop d'opposition. Mais c'est quoi la logique dans ça? Ça aide qui de faire ça à des enfants, des jeunes, de les traiter comme ça? Ça aide à quoi? C'est quoi la logique? Mais c'est parce que... pour chaque chose, chaque règle établie, c'est parce que ces règles-là ont été enfreintes à quelque part. Ouais, mais ça va pas aider les nouveaux comme toi. Parce que je sais pas comment ça peut t'aider qu'on barre tout ça, puis t'as 15 minutes comme si t'es un criminel. Ça aide. Je vois pas comment ça aide les jeunes à conformer puis à devenir des bonnes adultes. Ben, personnellement, je trouve pas que ça l'aide en tant que tel. Je trouve pas que c'est la bonne approche aussi que quand, mettons, tu pètes une crise, ben c'est deux grands messieurs de 6 pieds 2, hyper baraqués, qui te contorsionnent, puis qui t'amènent dans une chambre de retrait qui est barrée avec une grosse aimant, 4 murs de béton, puis un lit en métal avec un petit matelas d'hôpital, genre. Donc, ça, c'est... C'est un film d'horreur. Oui, ça devrait pas exister en tant que tel, mais c'est sûr que dans les centres d'accueil, il y a tellement plein de sortes de gens. Il y a des ados que eux se retrouvent là au niveau des gangs de rue. Il y en a d'autres que c'est parce qu'ils ont trop de consommation. Il y en a que c'est les parents qui placent. Et il y en a comme moi qui ont toujours été là-dedans. Donc moi, on va me prendre la même chose comme n'importe quel autre enfant. Puis surtout que quand je suis rentrée en sécuritaire intensif, j'avais à peu près fin 11 ans, début 12 ans. Puis je rentrais avec le monde de 13 ans, 14 ans, montant délinquant à côté, puis je me faisais traiter pareil. D'où là qu'est arrivé que n'importe quelle porte, n'importe quel moyen, moi, je réussissais toujours à m'enfuir. Je fuguais par-dessus fugue, mais j'avais nulle part où aller. J'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais pas... Donc, je rappelais la police. Hey, je t'en fugue. À un moment donné, il fait froid, puis... Oh my... Puis toi, au début, qu'est-ce qui t'arrivait avec ta famille? Dans le fond, mes parents consommaient, il y avait de la violence, puis ils nous laissaient des fins de semaine de temps
dans le cours. Toute seule? Toute seule, les 3 enfants. On était surveillés par le voisin qui était en chaise roulante. Donc, il ne pouvait pas vraiment rien faire s'il arrivait une urgence. On mangeait la bouffe des chiens. Moi, j'avais... tu sais, la police est arrivée, j'avais 2 ans et demi. Donc, tu sais, j'étais en couche, je restais dans ma merde. Des choses comme ça. Donc, à un moment donné, il y a eu un signalement. La police est venue nous chercher. Ils ont mis une carte de visite dans la porte de mes parents pour leur dire si vous cherchez vos enfants, ils sont appelés à ce numéro. Ils t'ont-tu cherché ou ils ont dit non? Ah, ils ont été... Mais ça... Ils ont essayé? Oui, mais pas de nous ravoir en tant que tel. Mon père, il est disparu. Ma mère, c'est très compliqué. Ma mère est rendue famille d'accueil aujourd'hui. Oh ouais? Ouais, c'est l'univers est bizarre. C'est l'école qui se fout de la charité, sincèrement. Là. Mais oui, elle est rendue famille d'accueil pour ma nièce, la fille de ma sœur. Et tout en sachant, la DPJ savent qu'elle sort avec un gars qui a pris des photos nues de moi quand j'étais mineure. Mais vu que j'ai pas porté plainte, ils l'ont pas pris en considération, puis ils ont envoyé ma nièce là. Et tu portais plainte quand t'avais 11 ans? C'est quand que tu vas porter plainte? Ça, j'avais environ 13 ans. Mais eux, ils disent que t'as pas porté plainte, mais t'as 13 ans, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, c'est ça. C'est sûr que t'as pas porté plainte? Donc, ça veut pas dire que c'est d'accord? Non, mais pour eux, vu que j'ai pas porté plainte, ils ont pas pris ça en considération. Alors, ils l'ont envoyé. J'ai fait... Le système est brisé. Ça, c'est... À beaucoup de niveaux. Puis j'ai même lu, après, j'ai vu que même pour les jeunes hommes, les jeunes gars dans des centres d'accueil maintenant, puis pour les délinquantes, les détentions, plein d'abus sexuels. Puis c'était connu pendant des années. Mais moi, j'ai un éducateur que je parle encore aujourd'hui, que lui me confiait. Il y a des éducateurs, mettons, qui risquaient de se faire poursuivre pour agression sexuelle sur une mineure ou des choses comme ça. Puis il faisait comme dans le temps de l'Église, tu sais, il changeait l'éducateur de centre d'accueil en place. Va agresser d'autres enfants, ça va aider. Comme les prêtres dans le temps. Ouais. C'est ça qu'il faut, il transférait... La même chose. Puis c'était les mêmes prêtres, tu sais qu'est-ce qui se passe. Oui. Puis il faisait juste transférer le problème ailleurs pour pas que ça nuise à leur cote ou... C'est une manœuvre, spécialement pour les centres comme ça, que j'ai jamais compris parce que ça va juste causer plus de problèmes. Ça aide pas. Tu peux pas cacher ça. Parce que les victimes sont là, il va causer d'autres problèmes. Ça doit être quelque chose, pas bon, mais pour les enfants, un centre où ils sont protégés. C'est le contraire maintenant. Et surtout que des jeunes qui ont vécu, parce qu'il y en a tellement plus qu'on pense, autant des hommes que des femmes qui ont été agressés sexuellement durant leur enfance. C'est fou. Le nombre qu'il peut y avoir. Puis il en sort de plus en plus du côté des hommes. Puis je suis contente que les hommes réussissent à s'affirmer par rapport à ça. Parce que c'est pas facile de réussir à le mettre sur la table, autant pour une femme. Mais ça sort enfin. Tu sais, tu rentres dans ce système-là, t'as eu déjà un lourd bagage, tu sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais en tant que tel. Toi, tu veux juste te faire aimer. Fait que c'est sûr que l'éducateur ou l'éducatrice qui va arriver, puis... L'enfant, lui, tout ce qu'il veut, c'est se faire sentir aimé. Fait que là, la personne va comme manipuler pour qu'elle se sente aimée. Puis après ça, elle va s'essayer. Puis, là, je suis plus contente. L'enfant va se sentir cheap. Donc, va commencer à faire ce que l'adulte désire. T'sais. C'est plate, mais c'est vraiment c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Non, bien sûr, une chance. Mais c'est comme dans n'importe quel travail, n'importe quel emploi, n'importe quel humain. Il y a des bons puis il y a des mauvais. Mais ça, c'est juste pire à cause de tout le contexte. Ça, c'est des jeunes qui ont besoin de toi. Puis tu gâches leur vie. C'est comme si tu assures qu'à 95%, ils vont pas avoir une bonne vie. Juste parce que toi, t'as tes problèmes, t'es une psychopathe. Non, c'est fou. Ma première famille d'accueil, quand on m'a sorti de chez mes parents... Non, pas ma première, parce que je n'ai fait une couple avant ça. Vu que le monde faisait comme quand tu vas adopter un petit chien à l'animalerie, mettons. Tu l'amènes chez toi, il n'est pas comme tu voudrais, fait que tu le rapportes à l'animalerie. Fait que j'ai fait une couple de familles d'accueil avant. Après ça, je suis tombée sur une autre famille d'accueil que eux, ils m'ont sorti. J'avais peut-être 3 ans. Ils m'ont sorti de là parce qu'ils croient que le monsieur, il y avait des agressions sexuelles sur moi déjà à la base. 3 ans?
À 3 ans. Puis ils ont cru ça pourquoi? Quelqu'un a dit quelque chose, puis... C'est la manière que j'agissais, la manière que je me touchais, les choses que je pouvais dire. C'est à peu près... ouais, Comment est-ce qu'ils choisissent les familles d'accueil? j'en ai aucune idée. Quand... Tu sais, j'ai une famille d'accueil que je les appelle mamie, papi. Ils sont encore dans ma vie aujourd'hui. C'est des amours. Sincèrement, là, je les aime et je ferais tout pour eux. C'est pas compliqué. Là. Depuis que je suis haute comme ça, j'arrête pas de leur dire un jour, je vais avoir de l'argent, je vais vous construire une maison, je vais m'occuper de vous. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la culture québécoise de s'occuper de nos parents. Ah, puis c'est des bonnes personnes. Hein? Oui, puis pour moi, c'est mes vrais parents de cœur. J'ai été là de 4 ans à environ 9 ans. Là, la DPJ nous a sortis de là en cause d'une TS fucked up qui a été radiée plus tard. Mais ils m'ont transféré dans une famille d'accueil témoin de Jéhovah par la suite. Ça doit être fun. Ah, ça, c'est Bon, awkward. Là. T'as pas de fête? T'as pas de fête, t'as pas rien, t'as pas de gâteau. Hein? J'avais des bâtons du diable pour mon anniversaire. Ils les ont jetés dans le canal. À cause qu'on appelle ça les bâtons diables? Le diable rentre pas chez moi, mais genre, entre-temps, elle puis sa fille me maltraitaient, me traînaient ses tapis, puis genre... Mais c'était des séances... ah non, aller cogner à 7 h le matin, réveillez-vous, puis... Bienvenue dans le secte. Ouais. Fait que... non, ça a été assez tumultueux. Moi, j'en ai connu une bonne qui m'a donné comme confiance, veux pas, qui m'a donné des bonnes valeurs dans la vie. J'ai eu 2, 3 bons éducateurs que je parle encore aujourd'hui. OK. Mais mis à part ça, ça a été un vrai bordel. Mais oui, j'imagine, c'est fou comment ça arrive. Moi, c'est les familles d'accueil. Je comprends pas comment ils les choisissent parce que tu sais combien d'histoires j'entends de ça, des gens qui me parlent de ça, des gens que je savais même pas que oh, I was in foster care, puis ils me disent, je suis comme, mais comment est-ce qu'on choisit ces personnes-là? Moi, je me rappelle quand j'ai adopté mon chien. Et il faut un questionnaire. Hein? Plein de questionnaires. Puis même moi, il voulait me voir avec le chien, puis tout ça. Puis il était prêt. La seule raison que j'ai même eu mon chien, c'est parce que il voulait la tuer, parce que personne ne voulait le chien. C'était 7 ans d'abus. Elle se faisait abuser, puis elle aurait peur de tout le monde, elle n'avait même pas de dents. Puis ils ont dit, elle va pas 1 an, puis elle va être morte. Elle a des problèmes de cœur, tout ça. Ça, c'était en 2017 en passant. Elle est encore vivante. Je c'est pas alors, fait ça. Ouais. Alors moi, je pensais qu'elle va mourir, mais même moi, pour une fucking chien, c'était tout ça. Puis pour des êtres humains, c'est comme, rentre là-bas. 50 secondes, je vais pas te faire violer. Go. C'est fou! Mais ils sont tellement overloadés dans un sens qu'on dirait qu'il n'y a pas de dispatch. Puis, tu sais, on a entendu, je crois, c'est l'année passée ou cette année. Je me souviens plus trop quand. Je pense que c'est l'année passée. Il y avait une fille qui avait porté plainte pour une famille d'accueil pour abus. La famille d'accueil avait réussi à faire en sorte que de faire passer cette fille-là pour problématique parce qu'il y avait d'autres jeunes. Il y a une autre fille qui a été des années plus tard dans cette famille-là, a fait une plainte encore. En tout cas, là, ça s'est retrouvé dans les nouvelles que, dans le fond, cette famille d'accueil-là, ça faisait au-dessus de 20 ans que c'était que de l'abus sexuel, puis les jeunes qui recueillaient, ils se faisaient de l'abus entre eux autres. C'était rendu une famille d'accueil qui accueillait des jeunes pour se faire de l'abus entre un et l'autre. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est pas parce qu'ils l'ont pas eu, le wake-up call, mais non, la famille d'accueil ont fait passer la jeune pour une délinquante. C'est les témoins de Jéhovah qui disent qu'est-ce que tu viens d'écrire, c'est ça le diable. Oh, c'est ça le diable. C'est ça. C'est pas les bâtons diable, c'est ça le diable. Mais eux, moi, ils m'ont fait la même chose. C'est ce qui a fait que je me suis ramassée en sécuritaire intensif. J'ai sauté 2 fois en bas du 2e étage pour m'enfuir. Puis, j'ai dit, il n'y avait pas de moyen de m'empêcher de m'enfuir. C'était viscéral. Mais c'est logique. Tu as peur, tout ça, c'est pas une vie, ça. Non. Puis le monde, tu sais, de ne pas croire ou de penser que quelqu'un va faire quelque chose. Ma mère, parce que quand mes parents sont divorcés, j'étais quand même jeune. Puis ma mère était jeune encore, elle était belle, tout ça. Puis ma blonde a demandé à ma mère, pourquoi tu n'as jamais eu de chum? Pourquoi tu ne voulais pas se... Puis tu sais, qu'est-ce que ma mère m'a dit? Elle dit, je ne voulais jamais savoir rien de ça. Je ne voulais pas amener un homme que je connais pas chez nous avec mes enfants, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Puis
nous, on trouvait qu'elle était comme paranoïaque, mais assez excessive. Mais elle l'avait entendu, elle avait vu plein de choses. Puis comme, je suis pas prêt à amener quelqu'un dedans. Puis quand je parle aux gens, je suis comme, ben oui, c'était trop excessif de sa part. J'aurais aimé aurait trouvé quelqu'un pour qu'elle n'ait pas toute seule. Mais en même temps, imagine qu'est-ce qu'elle a vu, puis qu'est-ce que le monde, on dit à elle, où elle était comme, je prends pas de chance, je veux rien savoir d'avoir quelqu'un chez nous qui n'est pas leur vrai père, tu sais, avec mes enfants. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, imagine qu'est-ce qui se passe autour. Puis, tu sais, je parle avec toi maintenant, puis je suis comme, mais c'est partout, c'est dangereux. Tu connais pas le monde. Il y a des gens qui s'en foutent carrément d'un être humain. Et c'est juste l'abus. Comment est-ce qu'il peut prendre avantage de quelqu'un? C'est horrible de le dire, mais il y a beaucoup de violence, d'agression, juste méchantillesse dans le monde. Puis, Ouais. on a peur de le décrire, de le dire, mais ça aide pas si on le dit pas puis on l'attaque pas. Tu sais, si on juste change ça, on va pas parler de ça, ça existe là-bas puis oublie, ça change rien, ça aide personne. Les gens... Les gens s'en soucient quand ça leur arrive à eux. C'est plate à dire, mais quand est-ce que tu entends parler de la DPJ? Jamais. Jamais. T'en entends parler à Noël pour les levées de fonds et t'en entends quand il y a un drame. Moi, quand j'étais en école secondaire, on parlait de ça comme c'était vraiment une menace. C'était comme, hey, si tu foxes encore, on va appeler la DPG, ils vont aller chez toi. C'était vraiment comme ça. Oh oui, puis tous les gens, souvent, énormément de monde ont dans leur tête comme mentalité, un enfant de la DPJ, c'est un enfant en problème. Ouais. Automatiquement. Là, à mon ancien emploi, je parlais avec un employé, puis sa femme voulait des enfants, mais ça marchait pas. Je dis, mais pourquoi vous adoptez pas un jeune de la DPJ? Il dit, non, il dit, ça, c'est tous des cas à problème. Là, je me disais dans ma tête, tu me trouves sympathique, tu trouves que j'ai une tête sur les épaules, tu aimes ça parler avec moi, dialoguer et tout, mais je viens de là, tu sais. Et c'était choqué? J'étais comme, je viens de là. On n'est pas tous du monde fucked up. Il y a du monde qui ne viennent pas de la DPJ qui sont 15 fois plus fucked up que ça. Tu sais, Ted Bundy, y a-tu été dans la DPJ, lui? Non. Il devrait. Oui, il devrait. Lui, il aurait dû y aller. Peut-être qu'il aurait compris un peu. Mais c'est ça, souvent, on n'entend tellement pas parler de ça. Je savais même pas que tu as le droit d'adopter directement de la DPG. Oui, maintenant, oui. Ça s'est fait, justement. Dans mes années, il n'y avait rien qui contrôlait ça. C'est pour ça que moi, j'ai fait autant de familles d'accueil. Après ça, il est sorti un projet, je crois que c'est Renaissance, mais je suis pas sûre du nom, qui est justement ça, que les enfants en bas âge puissent être adoptés si le parent, dans le fond, ne réussit pas à se reprendre en main. J'aurais dû bénéficier de ce programme-là, mais il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Okay. Donc, je suis contente. Tu sais, il y a Cédric Bergeron, dans le fond, que lui a bénéficié de ça. Ses deux jumelles, dans le fond, c'est des enfants adoptés de la DPJ. Je trouve ça fantastique que maintenant, tu puisses avoir ça. La DPJ dit que c'est de plus en plus réglementé, qu'ils veulent de moins en moins de changements d'endroit. Est-ce que c'est le cas? Je suis pas totalement sûre, mais je le souhaite. Puis en plus, il met de l'emphase sur des choses que... Juste, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant? Des fois, c'est bon de le changer parce que c'est pas un bon environnement. Qu'est-ce qui est bon pour... Ça devrait être cas par cas. C'est comme ça que moi, je le vois. Il y a certains enfants que, shit, on a fait une erreur, c'est pas la bonne famille, whatever. Tu devrais les sortir immédiatement. Au lieu de dire, ils sont là, mais non, c'est pas si pire. Moi, j'ai vu ça beaucoup avec des jeunes dans mon école. Il y avait des jeunes comme ça qu'on les sortait de leur famille, puis tout ça, puis c'était des conditions affreux. Comme tu penses que tu n'es même pas au Québec. Tu sais, ils vivaient comme ça. Je me souviens des amis où j'allais chez eux, puis ils ne voyaient jamais leurs parents. C'était le bordel dedans là. Tu sais. Il n'y avait pas de la bouffe et tout ça. Puis c'était, pour certaines semaines, tu peux faire ça, puis on peut t'amener de la bouffe ici du gouvernement. Mais c'est vraiment ça. C'est ça nos règlements. On peut faire ça parce que tu rentres dans tel niveau. On peut juste faire ça. Ils font pas des cas de « Hey, shit, OK, je sais que c'est pas notre stance officielle, mais shit, on doit faire quelque chose pour lui. » Mais non, il n'était pas agressé sexuellement, alors il rentre pas dans ce cas-là. Même si tu serais agressé sexuellement, moi, j'ai connu une fille qui était en centre d'accueil, qu'elle se faisait abuser par son père, mais qu'elle n'avait pas le choix d'aller une fin de semaine sur deux chez son père parce qu'il n'y avait pas de preuves tangibles
Et C'est quoi le preuve tangible? Tu dois le voir? il n'y avait pas de preuve en tant que telle. Puis la jeune, elle avait trop peur de son père. Donc, elle l'avait confié à des gens, mais elle ne l'a pas confié verbalement à la DPJ. Donc, ou ailleurs. Et la DPJ, étais-tu au courant de ça? Je crois qu'il fermait les yeux, mais tu sais, la fille, elle s'est pendue dans le garage, là, chez son père, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'était pas capable de porter plainte, mais c'était ça. J'ai connu une autre fille elle savait que sa famille l'amenait dans son pays pour se faire inciser. Puis... La circoncision féminine, c'est ça? Ouais. Oui. Puis la DPJ avait pas de moyens. C'est ça qui est arrivé, puis elle est revenue. Puis là c'était le scandale. Puis là, mais Chris... Oui, mais la fille est déjà... Tu sais, vous en entendiez quand même des brides, là. Vous auriez pu faire quelque chose. Mais bon. En même temps, s'il n'avait pas été là, je sais pas, j'en serais où aujourd'hui, pareil. Donc, c'est... Puis après, il y a l'argument de tu veux-tu donner trop de pouvoir parce que tu veux pas que là, ils ont trop. Il peut faire n'importe quoi. C'est vraiment délicat. Parce que tu veux pas que quelqu'un qui t'aime pas commence à les appeler, hey, elle garde pas ses enfants ou whatever. Puis tu veux pas qu'ils ont trop de pouvoir puis qu'ils puissent venir chercher des enfants quand c'est. Alors je comprends, mais c'est que c'est délicat. Puis pour les enfants eux, ils disent comme hey, il me fait ça, il m'agresse, de dire oh, mais on n'a pas des preuves, tout ça. Alors, essaye de faire des enquêtes. Regardez dans ça un peu avant de juste donner l'enfant. Si l'enfant te le dit, c'est pas une voisine, l'enfant te dit hey, j'ai un problème. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, aussi stupide, j'ai vécu la première relation. Ma sexo, elle m'a dit de pas dire ça, ma première relation sexuelle, parce que c'était pas une relation sexuelle, mais bon. Première fois que j'ai eu de quoi de sexuel, c'était un viol. Puis, quand je suis arrivée, j'en ai parlé à mon centre d'accueil. C'est moi qui ai été isolée pendant tout le temps. J'ai dû réécrire mon histoire. J'étais isolée du groupe. Quand la police est venue, c'était... C'était par quelqu'un qui était là-dedans avec toi? Hein? C'était par quelqu'un qui était là aussi? Non, c'est une longue histoire, là, mais... Rien à faire avec le centre? Non. OK. Donc, là, c'était... Ouais, mais t'as fumé un joint avec t'as pris de l'alcool. Là, j'étais comme... Oui, et ça change pas que je me suis réveillée, il était en train de me pleuvoir sur la tête, puis qu'il y avait un gars sous moi, là. Tu savais pas ça, Steph? Tu savais pas ça que si t'as fumé un joint, ben c'est ça, tu dis que je dois me faire violer. Tu savais pas? Mais oui, c'est... Oh, c'est ta faute, tu savais pas. Mais non, ça tu connaissais pas les... disait tout, tu sais. Tu connaissais pas les règlements. Ouais, tu connaissais pas les règlements. Clairement, c'est toi qui as fait l'erreur. Je sais, j'aurais dû me renseigner dans les livres. Qui n'a pas fait ça? C'est mon premier joint, moi aussi. Toi aussi, hein? Je le savais. Je savais pas. Non, je sais les règlements. C'est fou quand ils font des affaires de même. Mais moi, je me rappelle des taxis. Un mois et demi, j'étais tout seul, isolé, pas voir personne, manger tout seul. J'étais comme... Ils t'ont puni? Oui, j'étais comme... Merde, le gars en dedans, là, mettons que s'il se fait pogner, là, lui, il a quoi? Il est protégé dans son aile pour pas qu'il se fasse péter la gueule. Il y a du soutien émotionnel, soutien psychologique. Il y a tout. Moi, j'ai le droit... Non, j'avais même pas le droit à ma radio parce qu'il y avait peur que je me pende avec le fil. Fait que, tu sais, c'était... Je trouvais tellement que c'était du n'importe quoi. Voyons donc, c'est... L'aide aux victimes est tellement comme peu là, puis encore moins dans les centres d'accueil parce que t'es une délinquante, t'es en centre d'accueil, c'est toi. Tu sais, t'as couru après ou c'est-tu un mensonge? T'essaies-tu de nous mentir parce que t'es pas rentré à l'heure? C'est comme... Ouais, c'est ça le mensonge que j'ai choisi. Oui, exactement. Tu sais, c'est pas j'ai manqué mon autobus, je me suis plantée. Non, je me suis fait violer, désolée. Les excuses des jeunes. Ben oui, on entend ça chaque jour. Tabarnak. Moi, c'est ça que je disais. Moi, je rappelle l'affaire avec les taxis. Tu te souviens, un temps ici, on avait un problème avec les chauffeurs, pas tous les chauffeurs, mais il y avait un gars de taxi qui a agressé les... Oui. OK. Puis je me souviens, les premiers commentaires, c'était « Mais elle portait quoi? » Puis tout ça. Oui. Comme, mais si c'est ça la première chose qu'on demande, c'est comme si tu dis qu'il y a un costume
que si elle met ça, ben, là, c'est cool. C'est ça que tu dis, c'est ça la première question. Moi, ma mère, quand que mon oncle s'est essayé sur moi à un moment donné, puis ma mère, ce qu'elle a répondu, c'est « Mais oui, mais ton chandail, il est un peu décolleté, tes jeans étaient serrés. » Puis là, j'étais comme « T'es-tu sérieuse? » Mais tu sais, encore aujourd'hui, je me dis, si elle vient avec le gars qui a pris des photos de moi à poil, qui n'a pas ses enfants... il y a une raison. Il y a une raison mentale à ça, là, veux pas. Mais non, des fois, je comprends pas. Je comprends pas l'humanité. J'essaie d'avoir confiance en l'humanité encore. Mais il y a tellement de choses qui sont comme, mais what the fuck? Pourquoi ce monde-là existe? C'est parce qu'on n'apprend pas beaucoup de nos erreurs des fois. Mais il y a des bonnes personnes, il y a des Stéphane... C'est pas parce qu'Ève a mangé une pomme là, qu'on est de même. Là. Non, c'est pas simple comme ça. Mais non. C'est aussi des fois, comme avec les prêtres, c'est un bon exemple que tu as donné parce que on a beaucoup peur d'affronter des choses, puis même de parler. Même la discussion qu'on a maintenant, tout ça, il y a plein, ils veulent rien, ils savent que ça arrive, mais ils veulent pas adresser à ça, ils veulent pas l'entendre. Mais écoute, c'est la vérité. C'est ça. Puis si tu n'es pas au courant au moins, peut-être maintenant, si tu es au courant, si tu entends quelque chose d'un de tes voisins, un enfant, tu vas être plus à l'aise à dire « Oh shit, je dois faire quelque chose » au lieu de l'ignorer. Parce que c'est automatique. Tu peux changer la vie instantanée de quelqu'un en aidant. Tu sais, si tu as des voisins. Puis il y a plein de jeunes, comme tu as dit, j'ai une blague que je parle de ça sur la scène, qu'il y a plein de jeunes qui ont juste besoin de l'amour pour les adopter. C'est juste ça qu'ils ont besoin. Tu peux pas avoir des enfants et tout ça. Il existe partout. Il existe. Mais on veut pas. Moi, j'ai un ami qui a adopté 2 frères. Comme ça. Il y avait leur mère, c'était une crackhead, puis violente aussi en plus de ça. Puis il y avait le premier. Puis après, pendant qu'il y avait le premier, ils ont su qu'elle a tombé enceinte. Puis elle a eu une autre enfant, puis l'enfant avait des problèmes de santé, puis il a dit « Shit, je vais essayer d'adopter le petit aussi parce que c'est le frère de mon... » tout ça. Mais c'était tout, même lui, plein de problèmes. Ils ont causé plein de problèmes pour qu'ils ne les adoptent pas, puis ils essaient de le mettre. Non, on va le mettre comme... c'est un peu un tirage de qui va les adopter. Pourquoi tu fais ça? Moi, je veux. Ma famille veut les adopter, veut les aimer. Pourquoi est-ce qu'on met toutes ces barrières? Tu sais, rendre leur vie difficile? Non, on peut le donner à la grand-mère ou à la tante qui est avec elle, puis tout ça. Mais tu vas gâcher la vie de pourquoi? De ces enfants-là. C'était toute une... Puis après, quand il les a eus, c'était un moment vraiment fantastique pour eux. Mais il me décrivait toute la situation. Puis il dit, yo, c'est fou comment c'est... C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'était... Il mettait des barrières pour qu'il n'y a pas ces enfants-là. Je veux pas qu'ils soient dans des centres DPJ, je veux ces enfants-là. Parce que la DPJ, on pour leur dire que on priorise le rétablissement des parents. Même à un moment donné, là. Les enfants. Il faut se rendre à l'évidence. Là. C'est pas tous les parents. Oui, il y a des parents qui vont s'en sortir, qui vont travailler sur eux, puis ainsi de suite. Mais quand tu vois que ça marche pas, là, ça marche pas. Puis si cet enfant-là est bien dans cette famille-là, ma mamie, justement, elle voulait garder les jeunes pour après 18 ans et tout. La DPJ ne voulait pas. C'est comme, le kid, il veut encore aller à l'école. Moi, j'ai la place. Ça ne m'empêche pas de continuer à être famille d'accueil. Pourquoi? Ouais. Non. Il faut qu'il se responsabilise par lui-même et ce n'est plus votre mandat. Il a 18 ans. C'est quoi la logique? Pourquoi tu empêches cet enfant-là de pouvoir évoluer, upgrader, puis après ça, continuer à évoluer puis upgrader vers la vie adulte, vers les appartements? Mais là, il y a la chance. Le monde qui ont leur enfant, là, est-ce qu'ils se font dire à 18 ans? Non. Sors ton kid. Ouais. Là, 18 ans, ta job est fini, ton kid dort. Ils vont pas faire ça. Pourquoi, genre, un enfant de la DPJ que la famille d'accueil est bonne puis est là, ça, c'est non. C'est ça que je te dis, c'est comme si, non, on a des règlements, on le suit comme ça, c'est une checkboard, c'est une checklist, on n'utilise pas la logique, c'est pas cas par cas. Moi, qu'est-ce que je veux toute ma vie? C'est que tous les cas sont différents, puis si tu changes un peu pour chaque cas, tu peux amplifier puis améliorer la vie de tout le monde. Mais si on n'est pas des checklists, tout le monde est différent.
comme ça, cette famille est prête pour avoir ses enfants après 18 ans pour les études, tout ça. Alors, change pour eux, dis, écoute, c'est bon pour les jeunes, on est ici pour aider les jeunes, on peut faire ça. Les autres, on ne veut pas les déménager, mais le gars est clairement un agresseur, même si c'est pas sexuel. On devrait les fucking déménager. On devrait le changer pour qu'est-ce qui est bon. C'est ça, quand on veut essayer d'être systématique avec... C'est pas des chiffres. Ça, c'est des êtres humains. Ils vivent, ils pensent, ils sont conscients. Ça devrait être plus flexible. Oui. Parce que, aussi souvent, c'est que ça cause tellement des... Pas des dérangements mentaux, mais des problèmes qui viennent par la suite de, troubles d'attachement, le trouble de confiance. C'est dur de réussir à faire confiance. Puis c'est pas juste au terme de la DPJ. Au terme de ma famille, j'ai eu ma soeur qui m'a vendu pour de la poudre. T'sais. Toi? Ouais. Elle m'a... pour avoir ses doses de coke, elle me jutait. Puis... T'avais quel âge? C'est arrivé mineur et majeur. Donc, tu sais... Elle t'a vendu comme sexuellement ou maintenant t'appartiens à lui? Sexuellement. Genre, fais ce que tu veux avec ma soeur. Tu vas pouvoir avoir du fun dans une couple d'heures avec. Puis... Donc, c'est sûr que qu'est-ce qui est de la confiance, que ce soit autant au niveau familial que au niveau DPJ, c'était dur. Autant de l'autre bord, je déménageais tout le temps. Je changeais tout le temps d'éducatrice, de travailleuse sociale, que côté familial. J'ai un autre oncle que lui, mon frère, il a porté plainte, puis il vient d'avoir justice. Ça a pris 8 ans. Il a pogné, je crois, 9-10 ans de prison parce qu'il a abusé mon frère pendant 10 ans de temps. T'sais. Ça a pris 8 ans. Il a porté plainte, il y a 8 ans. Ça s'est réglé cette année, l'année passée. Genre. Ta soeur, elle est où maintenant? J'espère qu'elle est enterrée à quelque part. C'est pour ça que j'ai beaucoup de la misère avec la notion... J'ai entendu à quelque part quelqu'un qui disait « Pardonner, si t'es pas capable de pardonner, t'es pas encore un adulte. » Je sais pas si c'est vrai ça. Je pense pas que c'est vrai ça. Sincèrement... Il y a des choses qu'il faut pas pardonner. Mais pas juste ça. C'est quoi? Je suis peut-être pas rendue là dans mon cheminement, ça se peut. Mais de pardonner... Tu veux pardonner quoi? C'est un mot, tu vas tout faire en sorte. Puis là, on me dit, mais non, c'est pas que t'oublies ou quoi que ce soit, mais c'est juste de pardonner intérieurement à la personne. Pourquoi? Je comprends pas ce processus. Peut-être que je suis pas rendue là. Non, c'est pas ça. Parce que il y a certaines choses comme ça. Moi, je la connais pas. Moi, je peux pas pardonner ça. Non, c'est ça. Ça se fait pas. C'est un manque. Je sais pas. On n'a pas de mots pour ça. C'est pas un manque de respect. C'est quelque chose de plus. C'est manque d'humanité, manque de. Je sais pas, mais c'est. C'est manque de. Il n'y a pas de mots. Je peux pas dire affreux, horrible. C'est pas assez. Qu'est-ce que tu viens de décrire? C'est trop pour moi. C'est drôle parce que c'est souvent ce que je disais quand le monde me disait de décrire ma soeur ou quoi que ce soit. J'expliquais, il n'y a pas un mot assez puissant pour décrire cette entité-là. Parce que peu importe le mot que je vais choisir, il va être infime comparativement à ce que c'est. Il n'y a pas de description pour ça. Ça, c'est horrible. Puis elle était plus aînée que toi. Elle était ta grande sœur. Ouais, non, Mais elle, ça part de jeune, là. Elle disait, quand on était jeune, ça marchait à coup de poing sur la gueule, puis elle se criait après. Puis, mettons, elle me disait, va chercher les couteaux à la maison parce que je vais tuer Pascal. Puis là, c'était, si tu vas pas les chercher, mais c'est toi que je vais tuer avant lui. Ça, c'était ma soeur. Ouais. Donc, tu sais, est-ce que cette personne-là va réussir à se rétablir un jour dans la vie? C'est encore, de ce que j'ai entendu, la personne qui se plaint tout le temps, que tout le temps des mêmes problèmes, tout le temps des mêmes affaires, qu'elle va chercher de l'aide, mais c'est un ramassis de bullshit pour que le monde, qu'elle puisse aller socker du monde encore, tu sais. Ouais, malheureusement, il existe ces personnes-là. Puis une chose qu'il y a, tu sais, il y a de l'aide quand même. Aujourd'hui, il y en a plus parce que c'est davantage
parler, justement, que ce soit les agressions sexuelles ou juste les agressions tout court, verbales, mentales. Tu sais, que tu peux vraiment aller chercher de l'aide de différentes façons, que ce soit pas juste si les gens sont comme « Ah, moi, les psychologues, ça fonctionne pas. » Bon, ben parfait, les psychologues, ça fonctionne pas, mais il y a des thérapies. S'il n'y a pas de thérapie, il y a des emplacements que tu peux aller, comme Contact, mettons, à Saint-Hyacinthe ou la Traversée à Sorel. Il y en a dans chaque place qui est une place de crise, que tu peux aller là un certain nombre de temps. Tu es logé, nourri, puis tu parles avec des gens, ils te font un suivi par la suite. Moi, ma best, ça a été ma sexologue. Là. Elle t'a aidé le plus? Oui. Ma sexologue, je pense pas que je vais arrêter de la voir dans la vie. C'est pas juste rapport au sexe. Non. Le sexologue, c'est vraiment le corps en entier. C'est ça, puis toi, tu as vécu plein de choses par rapport à toi, ton corps, puis l'accès que d'autres gens avaient, puis tout ça. Elle t'a appris tout ça, comment le gérer, puis... Ben, j'apprends de plus en plus, autant que ça soit de maintenant mettre mes limites, qu'est-ce qui passe pas. De me dire, regarde, si cette personne-là n'est pas capable d'accepter mes limites, mais c'est parce qu'elle ne me respecte pas. Tout simplement, d'être capable de dire non pour avoir une relation sexuelle, de ne pas me sentir tout le temps obligée, parce que on s'imagine pas que mes relations, ma vie, avant que je travaille sur moi, était glorieuse. Non, parce que je tombais dans des patterns. Je voulais me sentir aimée, mais dans le fond, je vivais de la violence psychologique, plein de sortes de violences différentes que j'ai vécues, mais je me disais que je méritais juste ça, que mon corps valait juste ça. J'ai eu de la traite sexuelle aussi, mais de tout ça, j'ai une amnésie dissociative sélective parce que mon brain, il veut se protéger, donc je me souviens pas de 6 mois de ma vie. Toutes ces agressions-là, mais c'est de réussir aujourd'hui, c'est de travailler à, justement, mes limites. Qu'est-ce que j'accepte pas. Avant, je le faisais pas parce que je me disais que je valais juste ça. C'était ça, ma valeur. C'est pas grave, tu sais, prends qu'est-ce que tu as besoin. C'est combien de fois que j'étais saoule ou whatever, que je me réveillais le lendemain matin, et puis c'était comme, OK, bon, ben le gars m'a fourré, puis... que tu le sais ou tu le sens à un moment donné, puis t'es comme, gars, fais ce que t'as à faire, puis après ça, on va passer un autre appel. Là. On regardera la game de hockey, puis c'était de pas reconnaître ma valeur en tant que telle, puis de pas retomber dans ces patterns-là. Aussi, parfois, c'est difficile juste quand je vais mal, d'aller genre vers l'interdit qui va me faire dire que c'est ce que je mérite, ce que je vaux. Là, il faut que je me parle. Non, OK, tu vaut mieux que ça. Embarque pas là-dedans. Retourne pas. Va pas reparler à cette personne-là ou cette relation-là. C'est pas sain. C'est pas toi. C'est pas ce que tu vaux. C'est pas ce que tu mérites dans la vie. C'est tout le temps du cheminement constant. Mais il faut aller chercher de l'aide. Si les gens, s'ils pensent qu'ils peuvent vivre leur vie, puis il y en a qui y arrivent, mais il leur reste toujours un bout en dedans, genre de mal-être, tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas travailler ces bébites-là. Là. Ouais, ça, c'est plus que des bébites. C'est grave, ça. C'est grand. Puis il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ça. C'est pour ça que je dis récemment, c'est comme si ça a ouvert plein de choses. Je parle avec plein de gens qui me disent ça. Un de mes amis me parlait de... Tu sais, je savais même pas, je n'avais pas conscience que je me suis fait violer avant le MeToo parce qu'elle avait décrit une situation où elle s'est réveillée. Puis son chum dans le temps, ils n'avaient pas couché ensemble. Puis il était dedans elle. Je me réveille, puis il était dedans moi. Puis j'étais comme, what the fuck? Puis il m'a sorti. Il avait poussé son tampon. Imagine ça. Alors, j'étais comme, what the fuck? Puis il dit, ouais, mais tu sais, dans le temps, tout le monde disait comme, ah, ben, ça arrive. C'est juste quand j'ai vu dans le MeToo que tout le monde parlait que non, ça, c'est une viol, puis tout ça. Je ne savais pas que c'était une viol, ça.
Puis il a dit non, parce que c'était comme, j'avais bu, puis tout ça. C'était comme, Oui. tu sais, essayer de me décrire ça. Puis c'était comme, what the fuck? Puis c'était pas la seule. Je parle avec plein de gens qui me donnent des histoires. Oui, de comprendre similaires. la normalité quand tu t'es fait agresser ou même quand tu t'es pas fait agresser. Tu sais, on a grandi avec tellement des images de... La femme, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça. Puis, pas plus que ça. Donc, comment je peux dire ça? C'est... Mais aussi, il faut pas l'agresser. Ouais, Mais dans le fond, juste je ça. pense que ça devrait être un règlement. tu peux... Il devrait avoir une notion à l'école, genre... Je veux qu'elle parle pas. OK, toi, tu devrais pas l'agresser aussi. Parce que, tu sais, on va avoir des règlements pour les deux. Ah oui, le chum à ma mère, il a dit à ma mère, si elle décide d'aller porter plainte contre moi, je vais aller y expliquer, moi, au juge. J'étais comme, OK. Il va-tu te donner la même excuse qu'il t'a donnée à toi? Puis là, elle me dit... Your Honor, elle était trop sexy. Non, c'est Puis même là, pas ça. puis là, tu vois le juge, c'est comme... Non, le juge va comme... true. Es-tu sérieux, bro? C'est ça? Ça, ta défense, t'avais besoin d'un avocat ST, ça va marcher, Non, ça. c'est pire que ça. Sa défense, c'est que vu que j'avais bu de l'alcool, c'était les premières fois que je buvais de l'alcool, vu que j'avais bu de l'alcool, puis que j'étais vraiment saoule, qu'il s'est dit qu'on pouvait faire n'importe quoi, genre avec moi, ben il voulait me donner une leçon, dans le fond. Je pense même pas que ça peut marcher comme excuse en Arabie Saoudite. Je pense même pas que ça... Ça, c'est... Dans le fond, il voulait... C'est ça qu'il a dit à ma mère. Il dit, ben là, on pouvait faire ce qu'on voulait avec elle. Fait que j'ai voulu lui montrer, dans le fond, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec elle. J'ai voulu l'éduquer. Ah! Ben, votre honneur, j'ai voulu l'éduquer. Peux-tu imaginer un pédophile qui utilise ça comme une excuse? Pourquoi tu vas à ces écoles? Je vais éduquer ces enfants. Ben oui. Sinon, ils vont se faire agresser même plus. Eh non, je vais leur montrer comment ils sont belles. Là. C'est fou! Je vais leur montrer comment ils sont attirantes avec leurs petites sandales. Ouais, avec le petit pied. Ah oui. Mais tu vois, c'est ça, comme dans sa tête, ça fait du sens. Mon ancien employeur, quand j'ai ai confié que j'avais vécu de multiples agressions, il m'a dit... Tu veux vivre une autre? Non, lui, il m'a dit... Ouais, ben, tu sais, t'as-tu couru après? Je suis comme, pardon? Mais, je dis c'est une agression. Je n'ai pas dit c'est une relation pas favorable. Je dis c'est une agression. C'est le contraire. Ils m'ont couru dessus. Là, il est comme, non, mais des fois, tu sais, les filles, là, comment qu'elles agissent. Puis t'avais le gars des RH juste à côté, genre que lui, il a sa femme a accouché de trois filles. Puis qui était comme... Bon, ben, Jean, je pense que là, on va changer de discussion. Si je te dis que c'est une agression, c'est parce que c'est pas moi qui le cherchais. Si je le cherchais, c'est pas une fucking agression. Non, c'est souvent les... Je sais pas d'où ça vient, ce bout-là de dire qu'on Je me suis fait poignarder. Cherchais-tu de te faire poignarder? Oui, oh, oui. As-tu demandé à quelqu'un, montre-moi T'as-tu si? un couteau? Ouais. C'est-tu sharp? Je veux voir. Je veux juste voir. Ouais, je veux sortir. C'est drôle, ça. Je me suis fait agresser. Tu voulais qu'on t'agresse? Oui. Je voulais qu'on vole mon char. Ouais. C'est tout écrit, voyons. Ouais. Fait que non, il faut que le monde change vraiment cette mentalité-là. Mais c'est pas le monde. C'est pas tout. C'est juste. Mais c'est pas tout le monde, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est des gens, des fois, qui sont dans des places qu'ils ne devraient pas être. C'est vraiment ça. C'est des gens que, si tu penses comme ça, tu devrais pas faire partie d'une... Tu devrais pas être... Faire partie de la société. Ouais, mais tu devrais pas être quelqu'un dans le DPG, tu devrais pas être quelqu'un qui... C'est ton boss. Hey, tu sais, j'ai peur, je pense qu'ils vont m'agresser. Prends tes chances. Il y a des situations où c'est des gens qui sont un peu stupides, qui ont une position de pouvoir. C'est vraiment ça. Puis ça cause des problèmes pour tout le monde. Des gens inutiles qui rentrent parce que c'est affreux comme... C'est même ton oncle, c'est une logique... ça se peut pas. On peut même pas dire que c'est une logique ancienne. C'est pas une logique. Ça, c'est... Tu sais que c'est une excuse de fou. Oui, je voulais qu'elle voie. Mais c'est comme... tu sais, il y avait eu la poursuite à Mike Ward. Ouais. Mais le juge... C'était un pédophile! C'est un pédophile! Deux gens. C'était deux situations différentes. Écoute. T'es comme... Pour de vrai? Lui, c'est un méchant parce qu'il a fait une blague.
Moi, je l'ai fourré. J'ai appris une leçon à l'enfant. Mais oui, certain. C'est fou. Éduqué. Mais c'est pour ça que j'ai pas de confiance dans ces gens-là. L'école, c'est pas important. C'est pas important. On éduque comme ça. Ouais, Amène ton Kodak. Ouais. Puis ces gens-là existent, puis ils ont toujours des pouvoirs comme ça. Ils rentrent dans des positions, je pense, par exprès. C'est pour ça que je dis, tu dois faire attention à des gens qui travaillent beaucoup avec des jeunes comme ça dans le DPG. Tu dois être sûr que ces gens-là sont faits pour ce métier-là. Ça peut pas être un métier que tu engages n'importe qui. Mais ce qui est plate là-dedans, c'est que n'importe qui, s'il se donne la volonté, peut paraître d'une bonne personne. Tu vois, un emploi ou quoi que ce soit. Combien d'emplois que j'ai eu en disant que je connaissais la job, je savais quoi faire, que j'arrivais à être classe, puis je connaissais mon sujet, je répondais du tac au tac. Je connaissais fuck all dans ce job-là. J'étais comme... J'arrivais là-dedans, j'étais comme, OK, fille, pédale. Je sais que j'apprends hyper vite sur le tas, mais tout est question de présentation. Puis avec la présentation, mais tu peux flouer n'importe qui, c'est plate comme ça. Je ne vais pas te mettre dans le même contexte que ça, parce que toi, tu n'as pas agressé des enfants. Alors, c'est différent. Parce que moi aussi, j'ai eu des jobs, je ne sais pas ce que je fais, je vais essayer. Mais c'est des limites. Oui, mais moi, je pense que tu peux voir les gens. Oui, au début, peut-être. Mais après, à un certain moment, tu rentres un enfant sexy là-dedans, puis tu vois qu'est-ce qu'il fait, puis tu les testes. C'est vraiment, non, des femmes-enfants. Comme ils font, t'as-tu comme Chris Hansen? Oui. Des femmes-enfants. Mais là, ils pensent que c'est une petite fille de 6 ans, mais dans le fond, elle a genre 42 ans. Ouais, tu vois qu'est-ce qu'ils font avec des nains. C'est comme si t'es cool avec le nain, je vais voir que t'es qu'une personne. Mais ils rentrent par exprès des fois dans des jobs comme ça, où ils ont accès. Les prêtres, ils faisaient ça, ils rentraient beaucoup parce qu'ils avaient accès à ces jeunes-là. Mais c'est juste que c'est même pas eux le problème. Le problème, c'est en société qu'on gère pas ça bien. Il va toujours avoir des méchants, il va toujours avoir des agresseurs, des meurtriers, tout ça. Il va toujours exister. Mais c'est notre manière de... par exemple, l'argent, moi, je parle des taxes et tout ça tout le temps. Écoute, si on est au Québec maintenant, premier monde, puis on a des centres de jeunesse où ils sont pas capables, ils n'ont pas assez de staff, c'est comme des prisons pour des enfants, on sait que ça marche pas. Là, on doit mettre de l'argent. Ça, c'est notre futur, c'est ces enfants. Déjà, si le centre d'accueil ressemblerait pas à une prison. À la base, tu sais, c'est tous des murs... c'est psychologique. Beige, brun, jaunâtre, il n'y a pas de fenêtre trop. Tout est mort là-dedans. C'est pas compliqué, là. Puis, tu sais, moi, je me souviens, un gardien de sécurité, là, écoute, lui... Ça lui faisait plaisir de nous contentionner. Là. Je pense qu'il a dû monter les bras jusqu'en haut ici. Je suis rendue très flexible à lever mes bras par en arrière parce que il y en a qui aimaient ça. J'ai pas eu un éducateur en foyer de groupe que dans ce temps-là, c'est eux qui contentionnaient. Puis lui, il aimait ça me contentionner. Je le sentais en arrière, tu sais. C'était comme, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas personne, genre, pour faire comme, il est en train de bander dans mon dos. Mais non, t'es là, t'es à terre, puis t'attends. C'est un enfant. Fait que, tu fugues ou... Je pense que, oui, je comprends la pénurie de main-d'œuvre et de ci et de ça, mais à quelque part, c'est ça, c'est pas une excuse. C'est un domaine où est-ce que tu devrais mettre... que les gens devraient mettre toute leur attention. Une pénurie de main-d'œuvre, alors on a engagé Simon le pervers. On sait que c'est un pervers, mais c'est fou, c'est pas un Burger King, est-ce que Non, mais c'est rendu comme ça. C'était comme ça avant aussi, c'est plate. Il y a du monde qui sont là, qui n'ont jamais rien vécu, qui vont prendre des décisions pour ces jeunes-là parce que dans leur éducation, ils ont été élevés carrés comme ça. Fait que pour eux, ils vont pas choisir la bonne famille d'accueil, ils vont vouloir que tu restes en centre d'accueil parce que non, l'enfant a de leur problématique, a besoin d'être drillé. Non. Tu sais, pas de faire ça une garderie, mais à quelque part, essayer de faire ça plus enrichissant, plus joyeux, peut-être plus là pour les jeunes, plus à l'écoute. Arrêtez de faire du... Tu sais, il n'y a pas de permanence.
Fait que là, tu as une éducatrice un temps, après ça, tu es obligé de changer parce qu'elle n'était pas permanente. Fait que là, il faut être transféré dans un autre centre ou une autre unité. Ces jeunes-là, ils n'ont pas de stabilité. Essayez, commencez par vous autres à être stable pour nous aider à être plus stable. Dans leur famille, il n'y a pas de stabilité. Ils peuvent-ils en avoir dans ce système-là pour eux? Je veux pas. Puis moi, je me rappelle, c'est quoi? Ça fait 20 ans de ça. Plus que 20 ans, parce que je pense que j'ai terminé le secondaire en 2005. Le CSDM, Commission scolaire de Montréal, toutes les écoles étaient comme des prisons. On était tous déprimés pour parler de ça. Je ne sais pas si on changeait ça. Mais là, dans le temps, tu vas à l'école publique, puis tu te sens un peu comme en prison. C'était pas décoré bien, c'était tous les mêmes types de murs, les barres sur les... les barreaux sur les fenêtres? Ouais, sur les fenêtres. C'était toujours un peu comme prison, parce que moi, je me souviens, j'avais visité des amis ou mon père en prison et tout ça. Puis c'était vraiment le même style de... Ouais, ça ressemble vraiment à la prison. Ouais. J'ai été voir mon père à Bordeaux un temps, puis je l'ai vraiment quasiment pas connu, mon père. Là. Ça se compte sur les 5 doigts de ma main, là, les fois que je l'ai vu. Mais j'allais le voir à 12-13 ans en prison à Bordeaux, puis j'étais comme, OK. À l'école. C'est the same shit. Ouais. My home, c'est la même chose. On fait la même place. Ça, c'était... Puis ton père, il pensait quoi quand tu l'avais vu, il te parlait, il disait quoi? Mon père, il m'a toujours tout nié en tant que tel. J'aime me dire que il a préféré se pousser puis pas nous faire vivre son calvaire. C'est peut-être une belle image que je me fais aussi. Mais je préfère cette image-là qu'à ma mère qui est restée quand même longtemps, mais que si ça faisait pas son affaire, elle appelait, mettons, au centre d'accueil, elle mentait pour dire qu'il y avait de la dope, que je ramenais de la dope au centre. Fait que là, je me faisais fouiller ma chambre au complet jusqu'à... Tu sais, les femmes, on a un petit bout de coton là, à l'intérieur de nos petites culottes. Ah. Bon, ben, ils fouillaient jusqu'à l'intérieur de petits bouts de coton-là, une à une devant toi, puis... Tu sais, ma mère a toujours poignardé dans le dos, partait en fugue, appelle-moi, on l'appelait, elle collait la police, ma fille est là. C'est quoi ce... Fait que mon père, il nous a pas fait vivre ça en tant que tel. Oui, j'ai été le voir en prison. C'est quand même quelque chose d'awkward quand t'es jeune. Ouais. Surtout que Bordeaux, t'as la vitre qui est entre le milieu de ces tables-là. Donc, à grandeur que j'avais le cul dans les airs, puis t'avais ça en arrière qui était comme... qui me sifflait, là. C'est what the fuck. Mais j'ai passé aussi 2 fins de semaine avec. Puis les 2 meilleurs mémorables de ma vie, je dirais. Ah ouais? Ouais. Je me souviendrai toujours du moment où j'étais couchée sur lui. Il y avait notre piton royal qui se promenait. Puis on écoutait le cimetière de... Pet Cemetery? Oui. Ah, de Stephen King? Ouais. Fait que, tu sais, ça, j'adorais ça. Puis, qu'est-ce qui est awkward de mon père? C'est 2 semaines avant qu'il décède, j'ai fait un rêve de lui où est-ce que moi puis lui, on se poussait de la police. Ce qui a été notre cas, moi, pour les fugues, puis lui, pour sa vie. Mais on se poussait de la police, puis on a eu un petit temps à nous, derrière une haie, puis il me tendait une demande de pardon. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi tu me donnes ça? Il dit, fais juste la prendre. Puis je me suis réveillée, puis 2 semaines après, j'avais le téléphone. Ça faisait des années que j'avais pas entendu parler de mon père, puis il était décédé. C'est drôle, des fois, hein, comment les connexions, ils marchent. Ouais. Que tu as eu ce rêve-là juste avant qu'il se décède. Ouais. Il y a des situations comme ça qui se passent. Je sais pas s'il y a une connexion que tu as avec tes proches, mais ça arrive plus souvent que je le vois de plus en plus, que je parle aux gens que c'est très souvent, plus que juste une petite coïncidence. Ouais, mon grand-père, j'étais en centre d'accueil, j'étais en train de manger. C'était le souper. L'éducatrice, elle m'a sorti de la salle à manger. Je l'ai regardé, j'ai dit mon grand-père est mort. Elle me dit, comment tu le sais? Je peux pas te dire, je sais. Mon grand-père est mort. Elle dit, ouais, c'est exactement ça. OK, parfait. Et on ne sait pas c'est quoi, mais je sais qu'il y a une connexion. Et même avec les petits atomes qui ont vu, on sait qu'il y a une connexion, même s'ils ne sont pas connectés. Alors, je ne sais pas ça vient d'où, mais c'est weird qu'on a ça. Mais c'est drôle, on a ça, mais toute la conversation qu'on vient d'avoir,
il y a certaines personnes qui ne sentent pas le mal dans les autres. C'est qu'il faut mal à quelqu'un. C'est weird. Oui, il y a du monde qui n'a aucune perception du mal qu'ils font autour d'eux. Et que, pire encore, c'est eux autres la victime. Ouais. C'est souvent ça, en plus, c'est que c'est eux autres la victime. Tu sais, comme mon neveu, il m'a appelé, puis il dit hey, « J'ai eu des nouvelles de maman. » Je suis comme « Ah ouais? » Puis raconte-moi. Il dit « Ah, je sais pas, là, elle était dans une maison de transition, je sais pas trop quoi. Là, elle pleurait encore sur ses malheurs. » Je suis comme... Les malheurs qu'elle a créés? Oui, c'est ça. Là, je suis comme, bon, ben, tu vas faire quoi avec ça, mon grand? Il dit, bah, je l'ai laissé chialer. Puis à un moment donné, j'ai fait, chut, t'occuper, bye. Il l'a bien fait. Non, oui, moi, je suis tellement proche de mon neveu. Puis lui aussi, il me le dit comme quoi que t'es comme la mère que j'ai pas eue. Il dit, je peux te parler de tout, n'importe quoi. Tu vas jamais me juger, tu vas jamais me dire quoi faire. Tu vas me parler soit d'une expérience ou quoi que ce soit pour me faire cogiter, mais si, admettons, je fais la gaffe pareille ou whatever, tu vas être là, puis tu ne me taperas pas sur la tête à te dire je te l'avais dit, tu vas juste faire comme bon, mon grand, c'est fait. Qu'est-ce que t'en retiens de ça, tu sais? Ouais, comment est-ce qu'on peut bouger de là? Comment est-ce qu'on peut améliorer cette affaire-là? Ouais, c'est comme ça, c'est I told you so, ça change quoi? OK, ouais, je fais de l'erreur. Non, c'est ça. De taper sur la tête de quelqu'un, là, c'est... La personne, elle sait qu'elle a gaffé ou whatever, ou qu'elle a merdé, ou qu'elle n'a pas pris la bonne décision. De se faire encore plus taper sur la tête, puis de dire comme, mais là, tu le savais, là, je te l'avais dit, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Ça ne sert absolument à rien. L'enfant va s'ouvrir à... C'est ça. Puis l'enfant va juste se renfermer davantage parce que tu ne l'auras pas écouté, tu n'auras pas été là. Il va se refermer davantage, puis à un moment donné, il va se passer de quoi, puis tu ne le sauras tellement pas parce que tu as trop overreact tout le temps sur chaque petite chose. Tu sais, on a tous été jeunes. On a tous fait des conneries. Moi, je le dis des fois à mes amis, là. Quand mon neveu, il m'a appris que, mettons, il aimait beaucoup la MDMA. J'étais comme, OK, tu sais, il y a des risques, il y a des ci, il y a des ça. Vis ce que tu as à vivre, mais tu sais, si ça va trop loin, juste... Il y a des dangers, ouais. Tu sais, appelle-moi, parce que je veux pas que ça dérape non plus. C'est sûr que j'aimerais mieux qu'il n'aille pas à passer par ce chemin-là. Mais regarde, il est dedans, il est là. Si je lui tape sa tête... Ça sert à quoi? Il va juste en prendre 15 fois plus, tout simplement, tu sais, donc... Non, accompagner, tu sais, les parents, même les parents en général, devraient accompagner vos jeunes, écoutez vos jeunes, arrêtez de taper sa tête à dire que là c'est mal, là c'est ci, c'est quoi, tu vas devenir un drogué. Dis-moi que tu n'as pas fumé un joint quand tu étais jeune, tu sais, ou plus vieux, ou whatever. Ça se peut, mais on a toutes des expériences à vivre. Puis, tu sais, souvent, j'ai vécu des expériences que j'avais déjà vécues, puis j'étais comme, pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Puis à un moment donné, tu te rends compte que, mais c'est pas que ça arrive tout le temps à toi, c'est que tu as un certain pattern qui te ramène à ça, puis tu fais la roue qui tourne, tout simplement. Faut que tu sortes de ton pattern, que tu trouves un autre moyen que ça soit la drogue, l'alcool ou whatever, c'est d'évoluer, tout simplement. En tout cas, pour t'en sortir. Oui. C'est d'aller chercher l'aide qu'il faut, c'est important. Combien de gens que j'entends dans mon entourage qui ont, selon moi, besoin d'aide, qui ont besoin d'un coup de main, puis « j'ai pas besoin de ça. Ça marche pas sur moi. Je suis capable de m'en sortir. Je suis un homme. Je suis fort. » C'est difficile. Aller chercher de l'aide, c'est dur. De montrer sa vulnérabilité, de montrer qu'on est faible. C'est pas être faible, dans le fond, c'est juste, on a tous besoin d'aide à un moment donné ou à un autre de notre vie, peu importe la raison, c'est quoi qui va faire péter notre bouchon. C'est important d'avoir du monde là pour t'écouter puis t'enligner si tu déroutes trop, dans le fond. Puis à la maison, Stéphane Fallu, est-ce que tu
tu parles beaucoup de ton parcours et tu essaies de aider par exemple? Bien, la maison Stéphane Fallu, ça fait un bout que j'ai déjà été à certains de leurs événements avec eux pour les aider. Okay. Ça fait un bout que je n'ai pas été parce que j'ai eu un remaniement d'emploi et de trucs de vie, dans le fond. Okay. Mais j'essaie toujours quand même d'être là, de autant partager qu'est-ce qu'ils font. C'est pour ça que j'ai amené justement ce chandail-là, qui est La campagne, aimer pour vrai. Ça, c'est une phrase de Soulja, dans le fond. C'est des artistes qui marquent une phrase d'espoir. J'aime que Anne Rowe sponsor plein de choses. Ouais, Anne Rowe, oui, sont cool. affiliés à beaucoup de podcasts et beaucoup d'organismes qui aident les gens. Est-ce que tu as rencontré le vrai Stéphane Fallu? Oui, mais oui. Lui c'est une tas de marde. C'est une... Ah, il est-tu lourd, c'est pareil? Un vrai hein? criminel. Il me bully à chaque fois. Il me traite de retardé. Il me traite de... C'est pas une bonne personne. Mais j'aime la maison Stéphane Fallu, ça c'est bon. J'aime Fallu Stéphane. Oui. Non, oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Puis moi, je voulais faire un podcast que j'ai mis sur pause pour le moment. OK. Parce que vu que j'ai eu un remaniement de vie, j'ai plus les moyens en tant que tel que j'avais. Puis on s'entend que faire un podcast coûte quand même de l'argent. Ouais. Mais tu veux faire quelle sorte de podcast? Moi, dans le fond, mon podcast, c'était Sortir de l'ombre. C'est un podcast qui parle justement des enfances dysfonctionnelles. Mais tu vas avoir des invités ou tu veux que toi, tu parles? Des invités. OK. Des invités. Mais justement, Stéphane Fallu me dit qu'il viendrait. Cédric Bergeron, parce qu'il a déjà été famille d'accueil et il a adopté des enfants de la DPJ. Tu as besoin de quoi maintenant? De l'équipement? J'ai soit de l'équipement ou juste... J'ai pas les moyens de payer un studio en tant que tel pour enregistrer. J'ai mon monde qui sont prêts à enregistrer. J'ai des anciennes travailleuses sociales, des familles d'accueil, j'ai des anciens jeunes de la DPJ. Peut-être nous, on peut faire quelque chose pour toi parce qu'on a plein de choses. Ouais? On a de l'équipement, on a plein de choses. Ouais. On peut te setuper pour que peut-être tu as quelque chose que tu peux faire toi-même de où tu es. C'était facile. Tu as tes invités, tu n'as pas besoin de studio. Ou si tu as besoin de studio, tu peux venir le faire ici. Mais sinon, si tu veux être indépendante, on a assez d'équipements extra que je peux te setuper. Ah oui, ça serait sincèrement génial. Parce que j'avais déjà tourné 4 épisodes, mais je l'avais appelé le Spotlight Podcast. Spotlight Podcast a été pris aux États-Unis. OK. Donc, c'est le Spotlight Podcast Sortir de l'ombre. Puis finalement, j'ai juste regardé Sortir de l'ombre. Et j'avais déjà 4 d'enregistrés, dont Nancy Audet. Je ne sais pas si tu connais Nancy Audet. Je pense pas, non. Nancy Audet a travaillé, c'est une journaliste, il a travaillé aussi à RDS, niveau des sports et ainsi de suite. Elle a vécu une enfance difficile. Elle aide énormément pour les jeunes de la DPJ. Okay. Elle a écrit 2 livres qui est... là, parce que je cherche, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, moi aussi. Je veux les dire, oublie ça, ça fonctionne pas. Mais elle a écrit 2 livres par rapport à ça aux jeunes de la DPJ et tout, puis elle aide énormément les jeunes. Donc, moi, mon podcast, c'est vraiment focusé là-dessus, sur les gens qui l'ont vécu, les gens qui travaillent dans le milieu et les gens qui viennent en aide. Donc, de vraiment ouvrir ce monde-là à la population, parce que, comme on dit, il n'y a personne qui connaît la DPJ. Je suis sûre que je prendrais un micro, j'irais dans la rue, puis je poserais des questions. C'est une chose que j'avais envie de faire aussi, en attendant de trouver un moyen de faire mon podcast. Ouais. C'était de me promener dans la rue, puis de poser des questions aux gens par rapport à la DPJ, voir combien de personnes sont informées. Juste savoir c'est quoi que ça veut dire DPJ. C'est pas dépotoir pour jeunes, là. Oui, c'est vrai, ça veut dire quoi? Là, tu vois, je viens de bloquer. Département de la protection de la jeunesse. Ah, OK, ça c'est logique. Ouais. Ouais, c'est vrai, je savais même pas. Non, personne... On se promènerait, on demanderait... Les anciens jeunes vont dire dépotoir pour jeunes, parce que c'est qu'est-ce qu'on se disait. On m'avait même dit, fais de la merge là-dessus. Ouais, pourquoi pas? Mais non, OK. Moi, je vais t'aider à faire ton podcast. Ouais. Tu vas me dire exactement, tu penses à quoi, puis on va trouver un moyen de le faire. Pourquoi pas? Ah, ça serait cool. Hey. Ouais. Wow.
Ça, c'est autant de thérapie pour moi que pour instruire et éduquer les gens par rapport à la DPJ. Donc, non, tu Ouais, non, c'est faisable. Merveilleux, je serais comme On va trouver c'est quoi le meilleur moyen pour toi, c'est-tu de rentrer en studio ou d'avoir un setup toi-même que tu peux inviter des gens, parce que maintenant, avec tout ce qu'on sait, puis on a assez d'équipement, c'est très facile de te setuper, puis c'est facile que tu peux le faire toi-même. Si tu as de l'équipement, tout s'enregistre, puis c'est pas autant difficile. La chose qui est le plus important, qu'on s'assure que tu as des bons mics pour que l'audio est bon. Après ça, tout va aller bien. OK. On va parler. Nice. Ouais, je vais te setuper. Ouais. Cet été, je pense que tu peux commencer à faire ton podcast. Ouais. Veux pas, tu vas le faire. Oh yeah! C'est nice. Puis je voulais revenir juste sur la maison Stéphane Fallu parce que ça, c'est la campagne Aimer pour vrai. C'est plusieurs artistes qui ont écrit des phrases. Comme moi, j'ai Soulja, qui a trouvé sa place quelque part dans l'univers. Je trouvais que ça me représentait tellement trop bien. Parce que c'est ce que c'est un peu ce à quoi je fais de la recherche, de trouver ma place dans l'univers. Il y a Jen Gagnon qui a écrit une phrase. Il y a Stéphane Fallu, bien évidemment. Il y a... Stéphane Fallu, sa phrase, c'était « Fuck Pantelis ». Je sais c'est quoi sa phrase. Fuck Pantelis and Poseidon. J'ai chié ton nom, mais c'est pas grave. Puis, il y a Diane, il y a Anne-Soleil Proto. Y a-t-il quelqu'un d'autre après ça? Je pense pas qu'il y en a d'autres pour le moment, mais ils font des hoodies, ils font des chandails à manches longues, chandails à manches courtes, ils ont plein de couleurs. C'est par Enro Apparel que tu vas dessus. Puis ça sert, c'est une campagne de financement pour ouvrir un pavillon pour filles. OK. Donc là, en ce moment, ils ont un pavillon, il y a la maison Stéphane Fallu qui héberge 6 garçons post-DPJ, qui leur donne des outils et des aides pour pouvoir avancer dans la vie. Puis ces jeunes-là, c'est des jeunes comme moi, quand j'avais 18 ans, qui n'avaient nulle part où aller. Donc, ils rescue, puis ils les aident à avancer dans la vie. Et il va y avoir un nouveau pavillon qui s'appelle le pavillon Sandra Bolduc, qui est la directrice générale, dans le fond, de POSA et la maison Stéphane Fallu. Donc, ils ont nommé le pavillon en son nom, ce que j'ai trouvé tellement... Sincèrement, ça doit être gratifiant et tellement... De laisser son empreinte, c'est tellement beau ce qu'elle fait. C'est très respectueux de faire ça, c'est nice. Oui, vraiment, là. Puis, ce projet-là me tient tellement à cœur en tant que tel. Puis, tu sais, là, je suis en train de finir un cours de toilettage. Je sais que ça n'a aucunement rapport, mais je sais que je veux que des parties... Chaque montant que je ramasse à des clients, je veux en donner à eux autres parce que là, ils veulent accueillir 6 filles post-DPJ pour justement faire la même chose, leur donner un coup de main, les bons outils ou quoi que ce soit. Parce qu'en DPJ, je sais pas si ça se dit encore, mais dans le temps, c'était quand tu n'avais pas de famille ou quoi que ce soit, les gars, on disait qu'ils allaient devenir des vendeurs de dope, puis les filles allaient finir sur un poteau. Je me l'ai même déjà fait dire par un éducateur. Il dit comme quoi que... Ouais, toi... T'as 2 choix. Ouais, toi... Non, lui, il m'a carrément dit... Non, mais toi, on le sait, tu vas finir sur un poteau dans la vie. J'ai dit, j'ai dit, le premier client, ça va sûrement être toi, mon grand. Puis comme, oui... Ouais, split de cash. Oh, shit, ça, c'est... De dire ça à un enfant. Non, fait que, tu sais, si les gens veulent aller sur Enro Apparel... Puis... Oui, je vais mettre le lien dans la description. Honnêtement, je trouve que c'est important comme cause, puis il devrait y avoir plus de gens qui sont au courant pour essayer d'aider. Il y a plein de gens, comme je te dis, qui ne sont pas au courant. Tu sais, on ne parle pas de ça chaque jour, tu ne penses pas. C'est pour ça mon podcast. C'est justement pour débloquer ça. Moi aussi, je veux... tu sais, j'ai pas d'enfant. Je veux plus tard devenir famille d'accueil pour les adolescents. Vu que c'est eux qui sont laissés pour compte, les adolescents, souvent, viennent avec un gros bagage. C'est pas facile d'obtenir leur confiance. On les appelle des cas à problème ou whatever. Ben, je veux être famille d'accueil pour eux puis dire comme, gars, t'es pas tout seul, genre. Parce que ces jeunes-là finissent en centre d'accueil. Puis, c'est pas une vie, genre, d'être drillé au poste carré puis
non, t'as pas le droit de parler pendant tes déplacements, puis non, t'as pas le droit de parler de ton nom, t'as pas le droit de dire ci, t'as pas le droit de dire ça. T'es prisonnier. Tu sais, c'est beau, là, à Noël, faire des oranges, faire des boules de Noël avec des oranges puis des clous de girofle, là, mais tu sais, c'est pas ça qui va donner aux jeunes. Mais en plus, si tu les traites comme des criminels, là, eux, leur confiance, c'est je suis un criminel. C'est comme ça que la société me voit. Je vais réagir tel quel. C'est pas bon de faire ça. Tu les rends dans cette mentalité-là, c'est ça que je vaux. C'est comme je voulais aller faire des conférences dans les centres d'accueil pour filles. Et au début, on m'avait dit oui. Puis par la suite, on m'a dit non parce que ça pourrait inciter des filles à s'inventer une vie. À s'inventer une vie? À s'inventer une vie avec mon parcours et les déstabiliser ou whatever. Et aussi, j'ai un casier criminel. Parce que j'ai un casier criminel, je suis pas adaptée à venir donner une conférence pour ces jeunes filles-là que je pense que je peux leur apporter tellement. Mais non, le casier criminel il y a un fucked up là-dessus. Ah ouais? Parce que les gens qui sont là-dedans, qui ont agressé les enfants, eux aussi ont un casier criminel. Mais non, parce qu'ils l'ont juste transféré de centre d'accueil, fait qu'ils n'en ont jamais eu de casier criminel. C'est ça l'affaire. Mais non, c'est ça. Faut arrêter de penser que tous ces jeunes-là sont des fuckés qui... C'est juste la moitié d'eux. La moitié? 30%. Ben non, 70. 70? 95. Parce que les 30%, on les a éduqués avec un appareil photo. Ouais, l'autre, c'est parce qu'ils se déguisent en prostituées. C'est fou tout ça, mais t'es très bonne pour ça. T'es une femme très forte, t'as beaucoup de confiance. Puis c'est bon d'avoir des gens comme toi qui parlent de leur parcours. Moi, je pense que c'est vraiment ça l'exemple. C'est « Hey, je sais de quoi je parle, je viens de telle affaire, je peux te dire que ça marche pas, on a besoin d'aider ces personnes-là. » T'es pas quelqu'un qui crie dans le vide, tu vois, t'es quelqu'un qui... T'es dans ça, puis t'as vu, ça a pris quoi de t'en sortir. T'es la meilleure personne pour en parler puis donner le message. Ça, puis aussi le fait de... moi, je vais les voir, les signes. Peut-être que les gens qui n'ont pas nécessairement vécu les verront pas. Moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas, qui gardait tout en dedans d'elle, mais il y avait des signes. Oui, comme tu m'avais dit quand tu étais petit, la manière où tu parlais, où tu connaissais des choses. Moi, j'aurais pas su, mais toi, par exemple, si on est dans la même situation, tu es comme hey, Pandel, je pense qu'elle a vécu quelque chose. Tu sais, je m'automutilais, ben, plus là, mais ça fait 2 ans, je pense, que j'ai réussi à step up ça, mais je m'automutilais depuis l'âge de 9 ans. Donc, il y a des signes là-dessus. C'est... Ouais. Il y a plein de signes, s'automutiler, que ça soit justement de ne pas parler ou... Tu sais, j'ai déjà eu un éducateur que... Moi, j'avais appris là, comment faire pour arriver à toutes les bullshiter à un moment donné puis réussir à avoir un peu de liberté. Puis il y a un éduc qui m'avait pogné, puis il m'a dit « OK, là, moi, ça fait 2 semaines que je te teste, là. Puis tu as raison, tu dis pas un mot, tu vas dans ta chambre. Il dit, tu as 2 choix. Il dit, tu as beaucoup plus d'expérience que même des éducatrices qui sont en emploi en ce moment ici dans des PJ. Tu as 2 choix. Tu t'ouvres à moi, puis on avance, ou tu continues à jouer ta game, puis tu vas rester où est-ce que tu es, tu sais. Ça en prend du monde comme ça. Ça a pris quelqu'un qui connaissait tout ton bullshit pour te... Ouais. Ben, non, il a juste reconnu les signes. Ouais. Pourquoi? Parce que cet éducateur-là... As-tu vécu des choses, lui? Il a vécu des choses. Pas qu'on est meilleur que ceux qui n'ont rien vécu. Mais non, l'expérience, c'est bon. C'est juste que l'expérience permet de voir plus de choses, tout simplement. Tu sais, si tu fais, peu importe, tu fais de la carrosserie automobile, mais tu peux voir tous les défauts sur une carrosserie automobile que moi, je ne verrai pas parce que je ne suis pas dans le domaine. C'est stupide, mais c'est comme ça, tu sais. Donc, tu sais, c'est... faut que les gens s'ouvrent là-dessus. Puis le monde qui a un mal-être, il faut qu'ils n'aient pas peur d'aller chercher de l'aide parce que c'est important.
Ça fait tellement du bien de pouvoir aller en chercher. Je suis PTSD, puis depuis que je vais en chercher, mais je fais un peu moins de cauchemars. Je suis un peu moins nerveuse à certains niveaux, à certains endroits. J'ai réussi à me faire masser pour la première fois de ma vie. T'avais pas peur, ouais. Faut aller chercher de l'aide pour aller sortir ces bébites-là, puis démystifier aussi tout ce monde-là que le monde ne connaisse pas. Parce que non, c'est pas un décolleté ou une petite jupe. C'est quoi? On n'a pas le droit de se sentir belle, de se mettre belle. Toi, t'as le droit, genre, de pas avoir de fucking top. Moi, ils m'ont demandé d'arrêter ça. Ils m'ont dit, mets ton fucking top, esti. Trop poilu, quoi. Mets ton fucking dégueulasse, mets ton top. Tout le monde me crie. J'ai une question importante. Oui. Quand tu étais jeune, oui. Le voisin en chaise roulante, c'était-tu Alain Godet? Ah! Je sais pas, on devrait y demander. Hein? C'était-tu fucking Alain Godet? Parce que lui, je sais pas si tu sais ça. Je vais prendre une terroriste. Terroriste? Moi, si je découvre que c'est lui, écoute, je vais chercher une partie de ses biens, là, à chaque levée de fond, là. Ça, c'est trop. I grab it. J'arrive avec toi, tout le monde est heureux pour aller. Oh, minute, attends, là. T'as mal fait ta job, dude. Elle est comme, fuck, on va attraper. Oh, fuck. Esti, c'est... J'aime que tu es venu parler au podcast. Je pense que c'est important pour les gens. Tout ça. Moi, je suis contente que tu aies accepté de me voir parce que, sincèrement, je sais pas sûre si tu allais dire oui ou quoi que ce soit, mais je t'écoute souvent. J'aime vraiment ta maturité, ta mentalité. T'es pas fermé. T'es quelqu'un de très instruit, très ouvert. Je trouvais ça important de pouvoir venir en parler avec toi. Merci pour ça, mais moi, c'est juste parce que je pense que des situations comme ça, moi, j'en ai vu beaucoup. Puis je pense que c'est important de parler de ça parce que au début, quand je parlais de certaines situations comme ça, j'ai vu que le monde qui était le plus enfermé, qui voulait rien, c'est parce qu'il n'y avait jamais eu accès ou toucher proche de ça. Ils ne savaient pas comment réagir, puis c'est comme, il ferme les yeux comme un cheval, tu sais, les blinders, puis il veut rien savoir. Puis j'étais toujours comme, ben, tu sais que c'est ça la vraie vie. Si on ne parle pas de ça, puis si on a toujours peur, si on ne démystifie pas ça, on ne peut pas vraiment s'en débarrasser ou d'aider ou faire rien si on prétend que ça n'existe pas. Alors moi, je suis toujours pour des choses comme ça. Pour moi, c'est important. Tu sais, j'aime ça rire, j'aime faire des blagues, mais les choses importantes, je pense que c'est très, très, très bon pour la société, pour qu'on entende ça, puis on parle de ça. C'est ça la vraie vie. Oui. Puis les personnes qui ont vécu des choses comme ça, moi, un jour, j'y croyais plus qu'il y avait des bonnes personnes parce qu'à chaque fois qu'on m'aidait, on me demandait quelque chose en retour. J'ai des gens qui m'ont aidé dans la dernière année qui ne me connaissaient pas du tout et m'ont apporté leur aide sans rien. Puis à un moment donné, ils ont vu... En tout cas, j'étais retournée chez mon ex, puis j'habitais chez eux, j'étais retournée chez mon ex, puis là, ils voyaient que ça allait pas bien, puis ils étaient comme « You know what? Ça va pas bien. » C'est juste l'argent qui te fait bloquer, genre, parce que tu seras pas capable de subvenir à tes besoins. Reviens à la maison, là, on va pas te charger de loyer, on va pas... on va te supporter, on va t'aider, tu vas à l'école, on veut du bien pour toi. Puis j'étais comme... Je suis partie à broyer, je suis devenue une statue, puis j'étais là... What the fuck? Je sais même pas comment réagir à ça. C'est quoi la réaction que je dois avoir? Comment que je dois être? Mais il faut se dire, il y en existe des bonnes personnes. C'est pas tout le monde qui est des crosseurs. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, j'ai appris ça. Il y en a du bon monde. Il faut juste que tu sois aussi à l'écoute et ouvert. Parce que c'est dur pour quelqu'un qui a vécu ces choses-là de donner la chance à quelqu'un d'autre. Mais quand tu le fais, ça peut tellement être wow et magique, là. C'est fou. Ouais, puis non, moi, je suis très heureux que tu es venu. Je suis très heureux. Puis j'aime que tu m'as demandé. Parce qu'il y a certains gens qui seraient intéressants, puis je trouve que c'est des situations importantes, mais ils ne veulent pas demander. Puis des fois, je les rencontre qui disent, tu sais, moi, je voulais venir parler de ça, mais je ne veux pas te déranger. Puis je dis, mais ça ne te dérange pas. Je peux te dire non si tu dis, je veux venir parler des T-Rex. Je vais dire, je m'en fous. Mais non, j'avais fait le podcast de Cédric Bergeron, dans le fond. Ouais. Parce que mon frère l'avait fait, puis Cédric, il avait dit durant le podcast, « Ouais, mais ça serait peut-être cool, tu sais, de recevoir ta sœur. » Fait qu'on s'est contactés. Puis par la suite, j'ai fait comme... Wow, de un, ça m'a fait une libération à moi-même parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais besoin d'être entendue, de
la vie, c'est pas genre... C'est pas toujours la belle petite famille avec le papa, le maman, le chien, ici et ça. Tu sais, il existe d'autres réalités dans la vie. Beaucoup d'autres réalités. Beaucoup d'autres réalités. Puis c'est comme ça que j'ai fait d'autres podcasts. Tu sais, Yann Terriot, c'est moi qui ai demandé aussi. Puis il était comme, ah ben ouais, pourquoi pas. Puis Tangerine, même chose. Yann t'a pas agressé? Non, Yann m'a pas agressé. C'est pas comme lui. Ça, mais son chien, par exemple. Son chien. J'arrête pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, que j'ai approché... comment que ça s'appelle? Toujours encore le blank de vouloir dire le nom. C'est qui? Deux filles. Sexe oral? Ouais. Sexe oral, ouais? Ouais. Oh. Comme eux, ils m'ont dit, ben finalement, on va mettre ton histoire stand-by, mais on te dit pas non, peut-être que oui. Puis, je poste des podcasts. En date, c'est drôle parce que ça a donné que c'était du monde de l'humour que j'allais dans leur podcast, mais tant mieux. Tu sais, je trippe encore plus parce que je me dis, vous faites de l'humour, des choses comme ça, puis vous acceptez de comme briser ça dans un sens un peu pour donner la chance à du monde comme moi de venir raconter son histoire et aider d'autres personnes. Mais ça, quand c'est important pour moi. Parce que moi aussi, des fois, c'est comment, pourquoi telle personne, c'est pas humour. Oui, je comprends, mais je suis un être humain aussi, je pense. Puis j'ai quand même une plateforme. Mm-hmm. C'est drôle de rire beaucoup, mais j'ai une plateforme. Et peut-être il y a une personne qui va entendre ça. Puis il va dire, oh shit, je vais parler de telle affaire ou je dois chercher de l'aide ou je sais pas. Même si c'est une personne, ça vaut la peine. Ben oui, clairement. Ouais. Bon, mais Steph, merci d'être venu au Frenchcast. Je vais avoir le lien pour le Unrow. Oui. Je vais avoir ça dans la description. Puis je te souhaite le mieux pour toute ta vie. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.